un balado Radio-Canada audio. Après une année complète de pandémie, de télétravail ou encore d'études à distance, disons qu'on a eu notre dose d'écran, n'est-ce pas? En tout cas, pas mal trop à mon goût, si vous voulez mon avis. Et puis avec la venue de l'été et des vacances, une pause d'écran serait la bienvenue. Sauf que, pour plusieurs d'entre nous, le besoin tenace d'être présent sur les réseaux sociaux nous garde les yeux rivés sur nos téléphones et nos tablettes. Une forme de cercle vicieux, de piège virtuel et d'engrenage, desquels il est parfois difficile de s'affranchir. Notre question, jusqu'où peut aller la dépendance aux j'aime sur les médias sociaux? Notre invité, Axel Moreau, professionnel de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances à Montréal. Moi, je m'appelle Alexis Delancer et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité et à votre été, une question à la fois. Quand on rafraîchit nos résultats, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, cette application-là, ça rappelle les fameuses machines à sous quand vous faites le fameux mouvement. Il y a ce côté-là où on va rechercher à chaque fois la stimulation, la dose de dopamine. La dose de dopamine, c'est l'élément clé dans tout ça qui fait en sorte que Karima Brick, ma collègue à l'émission Tout un matin, faisait l'analogie des machines à sous pour parler, à défaut d'un autre terme, de cette dépendance aux réseaux sociaux. Alors, Axel Moreau, pour commencer, est-ce qu'on peut réellement parler de dépendance? Alors, c'est une très bonne question. La dépendance aux réseaux sociaux, à l'heure actuelle, elle n'est pas vraiment définie. Elle n'existe pas en tant que telle. Par contre, on a déjà repéré diverses formes d'utilisation problématique des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait que ça pose des problèmes à certaines personnes, qu'il existe des comportements qui sont excessifs, des utilisations qui ont des conséquences sur la vie quotidienne, mais on ne peut pas encore considérer que ça existe comme une dépendance en tant que telle. On parle plutôt d'un concept plus large qui est l'utilisation problématique d'Internet à l'heure actuelle, qui peut aussi être appelée cyberdépendance. Donc, il y a un problème, il y a quelque chose à corriger, mais dites-nous, dans un premier temps, quels sont les signes qui indiquent que ces plateformes prennent trop de place dans nos vies? Comment ça se mesure et ça se constate? Alors, c'est aussi quelque chose qui est en débat à l'heure actuelle auprès des experts, puisque généralement, quand on veut pouvoir mesurer un phénomène comme ça, on va utiliser des échelles, des critères diagnostiques qui vont nous permettre d'avoir un accord entre les différents experts et professionnels de la recherche ou du terrain pour dire qu'est-ce qu'est telle ou telle pathologie. Ces critères-là, ils n'existent pas encore, en tout cas, ils ne sont pas encore acceptés par tous. Il n'y a pas de consensus encore dessus, ce qui fait que c'est très difficile à étudier et à définir. Mais là où, pour l'instant, on peut considérer qu'il y a un consensus, c'est que c'est sur la question des conséquences de cette utilisation. Par exemple, on va penser à beaucoup de temps passé. Mais le problème n'est pas le temps qui est passé sur les réseaux, c'est plutôt le temps qui n'est pas passé à faire autre chose. C'est-à-dire toutes les activités qui vont être abandonnées, laissées de côté, au profit d'un surinvestissement sur des plateformes en ligne, en particulier les réseaux sociaux. Donc ça peut être du temps à scroller, mais il faut aussi penser à tout le temps qui va servir à nourrir le réseau social. Par exemple, prendre des photos, se maquiller, se coiffer, choisir ses vêtements, choisir éventuellement ce qu'on va manger en fonction de ce qu'on veut poster sur Instagram, par exemple. Ça va être toute cette suite de comportements-là qui vont un peu dévier, disons, la motivation de la personne vers le réseau social et qui va la faire se désinvestir d'autres activités qui étaient pourtant auparavant importantes pour elle. C'est là qu'on va trouver plutôt un problème. Ça peut provoquer aussi des troubles du sommeil, une perturbation de la concentration. On peut avoir des gens qui vont perdre du temps, par exemple, au lieu de travailler, en traînant sur les réseaux sociaux, à scroller à l'infini. Ça va plutôt être ça, les conséquences qui devraient nous alerter. Donc, un surinvestissement, comme vous le dites, qui fait en sorte qu'on y consacre des heures et des heures par jour. Mais quels sont les mécanismes qui sont, par le fait même, déclenchés? Quelle est la mécanique derrière ces comportements qu'on note de plus en plus? Alors,
Ce qu'on peut voir si on regarde un peu la littérature, c'est que Facebook et Instagram, enfin les réseaux sociaux généralement, ça joue sur une espèce de corde sensible qu'on a tous, parce qu'on est tous des êtres sociaux. Ouais. On a tous besoin d'avoir des renforcements sociaux, de se sentir validé. C'est important pour notre estime de nous-mêmes. On a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est sur tout ça que jouent les réseaux sociaux. En nous permettant, Facebook par exemple, propose beaucoup de choses qui vont autour du groupe d'intérêt. Instagram propose beaucoup de choses qui sont autour de la validation sociale. Ces deux choses-là sont des choses qui sont vraiment très importantes et qui font partie de notre fonctionnement en tant qu'humain. Donc on est vite attiré par ces médias-là, surtout quand on se retrouve privé d'autres modes de socialisation, comme ça peut être le cas durant la pandémie. Oui, c'est ça. Et notre cerveau raffole aussi de la nouveauté. Et ça tombe bien, Facebook a inventé le fil en continu, ce qui cadre très bien avec ce besoin qu'on a en nous. Justement, comment ça se passe dans notre cerveau quand on est face aux réseaux sociaux et qu'on y reste si longtemps? Alors effectivement, comme vous me dites de le dire, il y a ce côté social, mais il y a aussi notre attrait pour la nouveauté. Puis les deux ensemble, ça fait que les réseaux sociaux, c'est quand même une expérience agréable. C'est-à-dire que il y a ce côté fil, on adore la nouveauté. Donc l'idée du fil infini, c'est eux qui ont inventé ça, les réseaux sociaux. On peut pas s'en empêcher d'essayer d'aller jusqu'au bout, d'avoir la nouveauté, de ne pas rater une information. Ça nous augmente le temps qu'on passe dessus. Et en plus, il y a les j'aime qui nous permettent de se sentir validés, aussi de valider les autres, donc de se sentir socialisé. Et tout ça pour notre cerveau, c'est interprété comme des récompenses. Autant qu'on pourrait avoir un carreau de chocolat ou toute autre récompense plus classique qu'on connaît. Et ça va générer de la dopamine dans notre cerveau, le circuit de la récompense. C'est ça que nous ont appris les développements des réseaux sociaux, c'est que finalement, notre cerveau, il fait pas trop la différence entre les stimulations. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme des récompenses, puis qui vont activer une espèce de boucle de récompenses qui va nous pousser à recommencer, à aller rechercher cette satisfaction. Et là, soudainement, arrive la pandémie. Bon, on avait déjà, pour plusieurs d'entre nous, ce besoin compulsif de se tourner vers les réseaux sociaux. Ça se sont ajoutés les abonnements à Netflix, Crave et autres. Tout ça a grimpé en flèche. On magasine aussi en ligne beaucoup pendant la pandémie. Mais qu'en est-il des réseaux sociaux? Est-ce qu'on a mesuré, là encore, une fréquentation accrue des réseaux sociaux? Alors, en général, on sait qu'on a beaucoup plus à utiliser Internet. Ce qui est des réseaux sociaux précisément, j'ai pas réussi à trouver de chiffres sur l'adulte, mais je sais que chez les adolescents, en particulier chez les 13-17 ans, c'est pratiquement plus 80% d'utilisation. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est a priori, même si je pense c'est un peu proche, on n'a pas encore tous les chiffres pour vraiment documenter cette période de pandémie. Mais les premiers chiffres nous indiquent une augmentation de l'utilisation d'Internet en général et des réseaux sociaux. On le sait que Facebook et Instagram veulent, ou en tout cas comptent offrir aux utilisateurs l'option de désactiver l'affichage du nombre des mentions « j'aime » sur leur fil. Ça, c'est vraiment central à l'expérience même des réseaux sociaux. Selon vous, Madame Moreau, qu'est-ce que ça pourrait changer, ça, dans notre rapport à ces plateformes? Alors, j'avoue que moi aussi, j'étais agréablement surprise par cette décision de Facebook et Instagram de supprimer les mentions « j'aime ». Et en même temps, ça m'a beaucoup questionnée. Parce que la mention « j'aime », c'est quand même ce qui est à la base du fonctionnement de ces réseaux sociaux. Et ça a été aussi un peu l'innovation qu'ils ont apportée, de pouvoir se valider les uns les autres. C'est l'innovation de ces réseaux sociaux et ce qui en a fait leur si grande efficacité. Donc, ce mouvement de recul, tout d'un coup, au début, je me suis dit, mais c'est étrange quand même, parce que c'est un petit peu leur marque de fabrique. C'est un peu avec ça qu'ils arrivent à accumuler des données, parce qu'on rappelle que ces plateformes fonctionnent sur la monétisation des données qu'ils recueillent. Et une des premières données qu'ils ont réussi à recueillir, c'est les fameux j'aime. Après, là, en 2016, ils ont même élargi sur Facebook avec différents boutons de réaction qui leur permettaient de recueillir des informations encore plus précises. Donc c'est quand même moteur et central dans leur fonctionnement. Je pense que cette décision répond à un certain nombre de publications, en particulier scientifiques, qui
pointe de plus en plus du doigt les méfaits et le cercle vicieux que peuvent entraîner ces mentions j'aime. Et donc, pour moi, c'est une tentative d'autorégulation. Mais par contre, il faut faire attention, c'est à la décision de l'utilisateur de les enlever ou non. Donc, Facebook, quelque part, donne cet outil, puis le remet dans la main des utilisateurs, alors laissant le choix de l'utiliser ou pas. En fait, pour maximiser l'effet de cette mesure, de cette décision de Facebook et Instagram, il faudrait presque que des influenceurs et des influenceuses emboîtent le pas et en fassent mention sur leur propre réseau. Oui, c'est-à-dire que, de mon avis, si il n'y a pas des influenceurs qui se mettent à choisir ce mode d'utilisation d'Instagram, je ne suis pas sûre que ça se propage. Faut savoir qu'au Canada, on était à une région test sur Instagram, on n'avait pas les mentions, le nombre de j'aime depuis plusieurs mois, parce qu'on faisait partie des zones test. Et donc là, depuis qu'ils ont sorti ça, on peut les voir à nouveau, on peut les remettre. Moi, j'ai demandé autour de moi, je pense que la plupart des gens les ont remis, les mentions j'aime. Le naturel qui revient au galop. Et oui, puis c'est une information importante, c'est-à-dire que quand sur un fil d'actualité comme ça où il n'y a plus de j'aime, ben, finalement, on perd une information qui nous intéresse, c'est-à-dire les autres, ils préfèrent quoi? C'est quoi la publication la mieux d'après les autres? On n'a plus cette information-là, elles deviennent comme tout aussi importantes, puis on se retrouve, nous, à devoir juger qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous. Mais c'est pas vraiment la raison d'être de ces réseaux sociaux. C'est plutôt de savoir justement ce qu'en pensent les autres, qu'est-ce qui valorise les autres, quels sont les modèles fournis par les autres, pour pouvoir se comparer, se sentir en appartenance d'un groupe aussi. Donc sans cette information-là, pour l'utilisateur, ça change quand même l'expérience. The business model of these companies is addiction. The business model of these companies is advertising, which takes place by getting more and more users to spend more and more time online so that these companies can gather more and more personal information about them to sell them more and more stuff. Right? It's an attention treadmill. It's an addiction economy. That's the design. L'économie de la dépendance. Le modèle d'affaires de ces compagnies est basé sur la dépendance des usagers et aussi sur la publicité ciblée qui prolifère grâce à la présence prolongée sur les réseaux sociaux des gens qui en sont dépendants. Voilà en gros ce qui résume les propos du sénateur du Missouri, Josh Hawley, qui pourfend régulièrement les géants du numérique, qui faisait écho aussi à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Mme Moreau. Mais donc, a priori, Facebook n'a aucun intérêt à changer cette formule gagnante, c'est-à-dire son modèle d'affaires sur lequel repose son omniprésence sur le web. Effectivement, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire ça, mais s'ils le font, c'est qu'ils en ont un. Donc, ce qu'il faut se questionner, quel est l'intérêt? Je pense que l'intérêt est de se protéger et de s'autoréguler, parce que s'ils ne le font pas, localement, il y a des décisions qui vont finir par être prises. C'est-à-dire que si jamais ce type de réseau se met à être identifié comme ayant des conséquences sur la population, sur la santé et le bien-être de la population, on va être obligé d'encadrer ces utilisations et ces pratiques. En agissant de même, ils évitent qu'on soit obligé d'en arriver au niveau de la législation, selon moi. Ils essayent de s'adapter, de réduire un peu, et en même temps, ils le remettent dans les mains des utilisateurs, ce qui les met dans une place quand même un peu plus confortable. Donc maintenant, c'est libre à nous. Si on considère que les j'aime, c'est un problème et que ça pose... parce que le problème principal, ça va être des problèmes d'estime de soi, de confiance, d'anorexie, d'image de soi, surtout chez les jeunes qui ont vraiment ce très fort besoin de se sentir reconnus et validés par les autres. Donc, on pourrait appeler un peu toxicité du j'aime, ils viennent la réguler grâce à ça. Ils viennent un petit peu se dédouaner aussi. Après, je pense que ça ne les empêchera pas de continuer leur système de monétisation des données, puisque des données sur ces réseaux-là, il y en a plein d'autres. Il y a qui on suit, il y a les commentaires qu'on pose, le temps qu'on reste sur une publication. Tout ça, ils continuent à l'avoir. Probablement qu'ils ont maintenant suffisamment de façons de récupérer des données pour pouvoir se séparer de la méthode originelle qui était le j'aime. Le j'aime, c'est bien plus facile à traiter qu'un commentaire écrit, par exemple. Mais la technologie avançant, probablement qu'ils sont capables de s'en passer de plus en plus. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment dans leur comportement avec Internet?
Mais je dirais que c'est la place prépondérante que prend ce genre de loisir-là sur toute autre forme de loisir ou de passe-temps. Trop, à mon avis, puis souvent oublie un peu de fonctionner normalement, de venir manger au repas. C'est ça qui nous inquiète un peu. Une maman visiblement très inquiète qui s'exprimait au micro de ma collègue Myriam Fimbry en novembre 2016, parce qu'effectivement, on le disait, là, les jeunes sont, semble-t-il, en tout cas, particulièrement à risque, plus que d'autres tranches de la population, Mme Moreau? Oui, tout à fait. Et ça, c'est dû au stade développemental dans lequel ils sont. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est un moment important de la vie où on construit son identité, on se sépare de ses parents, qui étaient avant notre modèle en tout. Et le nouveau modèle, ça va être ce qu'on appelle les pairs, donc les amis proches. C'est le petit groupe d'amis que se fait un adolescent, et c'est eux qui vont devenir le nouveau modèle. Souvent, on sait très bien, les adolescents, ils vont avoir tendance à s'habiller un peu tous pareils, avoir les mêmes loisirs, les mêmes goûts. Ça, c'est un besoin de l'adolescent de se créer son propre groupe d'âge, de se séparer de ses parents avec ses propres valeurs, ses propres marqueurs identitaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Mais si on rajoute là-dedans les réseaux sociaux, c'est assez idéal pour faire ça. D'ailleurs, on remarquera que les parents et les ados utilisent généralement pas le même. Et ce n'est pas pour rien. Le but, c'est de ne pas être sur le même réseau social que ses parents. Autrefois, les jeunes étaient sur Facebook, les parents n'y étaient pas. C'est fini. Maintenant, tous les parents, même les grands-parents, sont rendus sur Facebook. Ben, les jeunes, ils sont sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, des réseaux sociaux que les adultes ont bien plus de mal à intégrer et qui sont moins utilisés par cette tranche de la population. Et ça leur permet de se retrouver, de se liker mutuellement, donc de se valider, de se renforcer au niveau de l'estime de soi, de se sentir appartenir au groupe. Et ça, c'est très important pour la construction de l'ado. Mais du coup, ça laisse une place à toutes ces images et à tout ce contenu qu'on peut trouver sur ces réseaux pour influencer le développement de ces jeunes. On rappelle que les stars d'Instagram, on appelle ça des influenceurs. Ce n'est pas pour rien. Ils sont là pour influencer, mais surtout vers des marques, vers des images de marques, mais aussi vers des hygiènes de vie, des types de comportements, des types de coiffure, de corps. Ils vont définir la limite de ce qui est socialement acceptable ou pas pour les jeunes. Et justement, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'affranchir un peu plus de leur lien avec les réseaux sociaux ou qui aimeraient bien que leur entourage en fasse de même, avez-vous des trucs concrets à leur proposer? Il y a des règles internes aux réseaux sociaux. Normalement, sur Facebook, par exemple, on n'a pas le droit de s'inscrire si on a moins de 13 ans, ce qui reste jeune. Mais c'est la règle, ce qui n'empêche pas que c'est largement contourné. Parce qu'il suffit de cocher une case qui dit oui, j'ai 13 ans. Donc, dans les réseaux, on sait que ça n'est pas censé s'adresser à un public trop jeune. On sait malgré tout que 47% des 6-12 ans ont un compte de réseau social au Québec et 78% des 13-17 ans en ont un. Énorme. Donc, ils sont quand même très utilisés. Oui, tout à fait, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que, comme pour toutes les autres choses de la vie que ces jeunes sont amenés à découvrir en grandissant, il faut en discuter avec eux. Il faut les sensibiliser aussi à ces images, en particulier, je dirais, sur Instagram, qui est très utilisé. Il y a la question des filtres, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien, qu'ils aient conscience que c'est des images qui ne reflètent pas la réalité et que ces très belles femmes ou très beaux hommes, s'ils les croisaient dans la rue, ils ne ressembleraient pas à ça. Que c'est une sorte de jeu, finalement. Ouais. Il faut qu'ils prennent conscience de ça et il faut faire aussi attention, je dirais, chez l'adolescent, à tous les filtres et à la modification de l'image de soi. Parce que c'est un âge où le corps change, on doit l'apprendre, on doit l'apprivoiser, apprendre à le connaître et à l'aimer. Et quand on rajoute des filtres là-dedans qui vont permettre de déformer son image ou de la rendre plus proche de ce qu'on voudrait qu'elle soit, il y a des risques que ça impacte un peu l'acceptation de soi et l'estime de soi à ces âges où c'est des enjeux importants. En somme, l'élément clé, c'est le dialogue. Le dialogue avec les jeunes, ne pas les diaboliser et tout le monde, en général, préserver cette capacité de s'auto-contrôler, de s'auto-observer également. C'est là où on réalise les dérives des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Axelle Moreau, pour cette conversation très enrichissante.
Avec plaisir. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà qui complète cet autre épisode estival de Ça s'explique. Je vous rappelle que notre production quotidienne sera de retour au début du mois de septembre. Mais d'ici là, continuez à nous faire part de vos suggestions à Ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. Cet épisode a été réalisé par Mireille Lavoie et à la recherche, c'était Lauriane Croteau. Moi, je m'appelle Alexis Delancer. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.